Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler Formule 1, pour faire le débrief du Grand Prix d'Azerbaïdjan. On va revenir un petit peu à tout ce qui s'est passé lors de ce super week-end, super sprint. Je ne sais plus comment on doit les appeler maintenant ces week-ends, tellement ça commence à devenir compliqué. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé. Je donnerai mon avis également sur le format du week-end, sur un autre problème également qu'on a eu, et puis sur la note du Grand Prix, bilan des Bleus, top flop comme d'habitude, le bilan des championnats en fin de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, ce que vous avez pensé également de ce format de week-end. N'hésitez pas également, quand vous abonnez à la chaîne, à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Formule 1, moto, grand cyclisme féminin avec la Vuelta, le Giro bien entendu. Il y aura également l'Eurovision à partir de la semaine prochaine, comme l'année dernière. Vous savez, ma grande passion pour l'Eurovision. Et puis, quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez également, et si vous avez les moyens, seulement si vous avez les moyens, vous voulez soutenir la chaîne plutôt, vous pouvez faire un super thanks. Et vous pouvez également aller voir EPS 2.0, TikTok également. Alors, j'ai pas fait de TikTok du Grand Prix d'Azerbaïdjan parce que dimanche, j'avais des petits trucs à faire entre le Grand Prix d'Azerbaïdjan et le cyclisme notamment. Donc voilà, j'ai pas fait de TikTok à la fois sur le Tour de Romandie et à la fois sur l'Azerbaïdjan. Peut-être que demain on fera un TikTok notamment sur la Vuelta féminine, je ne sais pas. Mais voilà, au niveau TikTok, de toute manière, vous avez un petit peu de contenu de temps en temps. Vous êtes 120 je crois. 116 ou 120 sur TikTok. Je suis pas très rapide, hein, mais de toute façon sur YouTube, je suis pas très rapide non plus pour prendre des abonnés. Bon, domination Red Bull sur ce circuit. Il n'y avait pas grand chose à faire, hein. Leclerc, il a tout fait. Il a fait tout son possible ce week-end. En même temps, il a eu de la chance, c'est qu'il n'y avait pas eu de problème de fiabilité, mais il n'y avait rien à faire face à Red Bull et face aux spécialistes des courses urbaines, Sergio Pérez, et face à Verstappen, il n'y avait pas grand chose à faire non plus pour Charles Leclerc. Vraiment une domination Red Bull. Derrière, Ferrari, Leclerc était aussi bien installé deuxième ou troisième, hein. C'est-à-dire que dans les deux cas, il était vraiment le troisième up sur ce week-end. C'est-à-dire que le podium, on savait qui allait être les pilotes sur le podium dès la séance du vendredi. Un peu plus de bagarre entre Aston Martin et Mercedes. Et puis après, il y avait McLaren, et derrière, c'était aussi... chaque équipe était à peu près ensemble, et il y avait des gros écarts entre toutes les voitures. Ce qui fait qu'on n'a vraiment pas eu de spectacle. C'est-à-dire, pour tout vous dire, je me suis fait chier pendant le Grand Prix. Alors que ça soit samedi, j'ai regardé la course, j'étais peut-être un peu fatigué, donc ça a peut-être joué. Je l'ai regardé le soir, je l'ai regardé entre 21h30 et 22h30. Mais le Grand Prix, j'ai regardé en direct, je me suis fait chier devant la télé. Oh, mais alors, comme rarement, hein. Putain, c'est depuis longtemps que je m'étais pas fait chier devant un Grand Prix à ce point-là. Vraiment, pour tout vous dire, à des moments, je les zappé sur le rugby. J'ai zappé aussi sur le cyclisme, parce que je me faisais chier à mourir. Il se passait rien. Mais vraiment, rien. Rien, rien, rien. Et là, c'était vraiment une catastrophe, cette course. Vraiment, il n'y a pas eu de dépassement. Le format du week-end, il est à chier. Prise de décision aussi du côté de la FIA, ça a été une catastrophe. Bon, on commence tout de suite avec le DRS. Premier problème du week-end. Le DRS, il faut trouver un autre système que le DRS. Le dépassement notamment de Verstappen sur Leclerc, où il y a 40 km/h d'écart, c'est pas normal. Il y a un moment, 40 km/h. C'est surtout que le problème du DRS, moi je suis contre le DRS depuis le départ. Parce que moi j'étais pour des boosts, comme des push to pass qu'on voit en IndyCar. Parce que j'ai toujours dit que le problème du DRS, c'est que tu ne peux pas te défendre par rapport à un DRS. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a un pilote qui a le DRS, toi, c'est quasiment impossible de contrer un DRS. Et ça fait des dépassements nuls, parce que c'est des dépassements en ligne droite qui sont pas intéressants. Et parfois, on a des pilotes qui attendent d'avoir le DRS pour faire un dépassement. Ça se voit, hein, depuis 10 ans. Donc je trouve ça inintéressant. Voire on a le train-train DRS qui là aussi est absolument ridicule. Je trouve que le DRS c'est complètement stupide. Pourquoi moi je suis pour les push to pass et les boosts? Parce que le boost tu peux te défendre par rapport à un boost. Ce qui est impossible par rapport à un DRS. Un DRS, t'as pas un contre-DRS.
Alors que un push to pass, bah, on a vu notamment ça en IndyCar, si tu arrives à conserver un maximum de push to pass sur la fin de course, tu peux en remettre. Moi, je préfère le système de boost de moteur. Je trouve ça plus intéressant que le DRS. Vraiment, je trouve que le DRS, c'est le niveau 0, quoi. Et c'est un truc qui vraiment n'a jamais... Il n'y a jamais eu de spectacle avec le DRS. Voilà. La seule fois où il y a eu du spectacle avec le DRS, c'était Jeddah l'année dernière, quand il y avait la bagarre entre Verstappen et Leclerc, et qui aurait pu être une situation dangereuse. Mais sinon, il n'y a pas d'intérêt avec le DRS. Je trouve que c'est un truc stupide. Et là, 30 km/h d'écart, va falloir régler la situation rapidement, parce que sinon, les Grands Prix, qui sont déjà des pures jasses, depuis le début de saison, on ne peut pas dire qu'on ait eu des Grands Prix super fun. Alors, ça va vraiment être l'horreur sur certains circuits. Où 30 km/h d'écart, bah, à Monza, essaye même pas de défendre, t'auras aucune chance. À Miami, hein, parce qu'à Miami, il y a une grosse ligne droite aussi. Bon, ça servira à rien de se défendre, quoi. Autre problème de ce week-end, le format. On n'a pas eu de bagarre ce week-end, bah parce que le format a évité de rectifier le tir. C'est-à-dire que sur ce week-end de course, il n'y avait qu'une séance d'essai d'1 heure. Ensuite, c'était les qualifs. Ce qui ne permet pas de rectifier le tir. Si vous partez mal, comme Alpine, comme As notamment, vous n'aviez aucune possibilité de rectifier le tir. C'est-à-dire, vous partez mal, vous finissez mal. Si on regarde, je vais tout vous dire, vous regardez la séance du vendredi, au niveau des chronos. Séance du vendredi, Max Verstappen devant, Leclerc, Perez. C'est à peu près les 3 hommes qu'on a eu, je disais, le podium, les 3 au-dessus. Entre Leclerc et Sainz, il y a 4 dixièmes. 4-5 dixièmes. Bah, c'est à peu près ce qu'il y a eu tout le week-end. Lando Norris, Nick De Vries, alors eux, ils ont été un peu moins bons sur le reste du week-end. Stroll, Alonso, oui, ils étaient devant, enfin voilà, en termes de rythme, ils étaient souvent un peu mieux que les Mercedes. Ou Alexander Albon, il aurait pu être dans le top 10 si il s'était pas fait avoir par rapport au dépassement et voilà, notamment en qualif où il se fait bousiller son tour. Ensuite Zhou, Hamilton et Russell, qui étaient un peu plus loin à ce moment-là. Mais il y a et Alpine qui était nulle part, As qui était nulle part, Logan Sargeant qui était aussi en retrait, et à part Tsunoda, voilà, il y a peu de pilotes où il y a eu vraiment des changements en termes de rythme. Pourquoi ? Parce que tu ne pouvais pas rectifier le tir. Tout simplement, déjà parce que tu n'avais qu'une seule séance d'essai. C'était une séance d'essai d'1 heure, mais tu n'avais qu'une seule séance. Moi, j'aurais préféré 2 séances de 30 minutes. Parce que entre les 2 séances, tu peux regarder les datas, parler avec tes ingénieurs, essayer de trouver des solutions avec tes ingénieurs. Là, tu n'avais pas cette possibilité-là entre les 2 séances, vu que tu n'avais qu'une seule séance d'1 heure. Donc, ensuite, tu ne pouvais plus tester des choses en Q1. Voilà, c'était pas possible de tester des choses en Q1, surtout que, par exemple, Alpine, ils savaient qu'ils allaient être limite. Donc, ils ont cravaché comme ils pouvaient en Q1. Et on voit que les équipes qui ont été en difficulté, elles ont été en difficulté tout le week-end. Alpha, As, Alpine, ils sont en difficulté tout le week-end. Hein. Ils ont pas de rythme pendant tout le week-end. Et ça, je trouve que c'est une catastrophe, qu'il aurait fallu au moins 2 séances de 30 minutes. Et en plus, il y avait des temps de réparation qui étaient très courts aussi. Il y avait 2 heures, notamment pour la voiture de Pierre Gasly le vendredi. Mais pareil, le samedi, il y avait des temps de réparation qui étaient très courts. Donc ça aussi, c'était un vrai problème. Ça a obligé les équipes à pas respecter le parc fermé, dans beaucoup de cas. Et ça a posé vraiment des gros problèmes. Il y a des équipes qui ont eu des week-ends qui coûtaient très cher. Je pense De Vries a coûté très cher à AlphaTauri. Bon, Alpine, j'en parle même pas, ça a été la débandade. Mais tout simplement parce que oui, la qualif, c'est une prise de risque. La course, tu as aussi des moments de prise de risque. Donc tu augmentes le temps où il y a de la prise de risque, le moment où il y a de l'enjeu. Donc forcément, tu as des conséquences avec plus de contacts, plus de prise de risque en termes de pilotage, donc plus de dégâts sur les voitures. Il y a des équipes vraiment en termes de budget capé ce week-end, c'est pas rentable le week-end. Et puis oui, il n'y avait pas assez de temps de travail. Il n'y avait pas assez de temps de travail. On ne pouvait pas rectifier le tir. Grosso modo, les équipes qui ont fait du bon travail sur le simulateur,
bah, c'est les équipes qui sont en tête dimanche soir. En fait, tout s'est joué avant l'arrivée à Bakou. Tout s'est joué dans les simulateurs. Donc dans ce cas-là, moi je préconise, enlevons quasiment les séances d'essai. C'est-à-dire, commençons par des qualifs. Voilà. On fait 3 courses, une le vendredi, une le samedi, une le dimanche, avec une qualif à chaque fois le matin. On fait ça. Plus besoin d'essai. Et puis je trouve que c'est pas l'histoire de la F1, c'est des séances d'essai. C'est du travail. Voilà. Ça a toujours été ça dans la Formule 1. Je trouve que c'est antinomique de vouloir enlever les essais, mais bon. Ça va peut-être faire comprendre quand même ce week-end-là où il n'y a pas eu de spectacle à Stefano Domenicali que oui, les essais libres, ça peut être intéressant pour rectifier le tir, parce que là on voit qu'aucune équipe, quasiment, n'a pu inverser la tendance. C'est-à-dire, une fois qu'on partait mal, on finissait mal. À part Merco, voilà, encore une fois, le vendredi, 11 et 15. 11 et 17, pardon. Et encore, même Russell, il est pas top le vendredi soir. Hein, il se fait éliminer en Q2. Donc, ouais. Ouais. Non, mais ça a été fantastique ce week-end. Puis je termine avec les prises de décision. C'est fou, on va depuis 2016 à Bakou. Voilà. Donc ça fait 4 et 3, 7 moins 1, 6 ans. C'est la 6e édition, je crois, hein, du Grand Prix. C'est incroyable que pour sortir un safety car, il faille 1 minute 30, 1 minute 40. La prise de décision sur cette piste, j'ai toujours trouvé ça formidable. C'est-à-dire que les commissaires de piste, c'est la fête du slip. Il faut prendre, et la FIA aussi, c'est la fête du street. C'est-à-dire qu'il faut prendre 1 minute 30, 1 minute 40 pour prendre une décision. Alors par contre, pour faire sortir les journalistes pour le podium, là c'est rapide, hein, un peu trop rapide même peut-être. Il faudrait peut-être attendre que la course soit finie ou fermer la ligne des stands dans le dernier tour. Franck Montagny était même assez énervé. J'ai vu une petite vidéo de Franck Montagny, notamment énervé contre la responsable média de la FIA. Il l'a bien taclé, pour le dire gentiment, la personne qui s'occupe de ça, qui est une dame qui est là depuis très longtemps, il disait, un carmelon énorme. Bah, la FIA, il y en a plus d'un qui ont un carmelon énorme. J'espère qu'elle s'est pas fait, par contre, qu'il n'y a pas eu d'attouchement sexuel sur elle de la part du dernier président de la FIA, qui a l'air d'être une personne fort sympathique. C'est-à-dire qu'à côté, PPDA, c'est presque un enfant de cœur. Mais du côté de la FIA, oui, c'est la prise de décision. On peut pas mettre 1 minute 30, 1 minute 40 avant d'aller chercher une voiture de sécurité. Enfin voilà, pour De Vries, pareil pour Tsunoda, ça a mis un temps fou sur ces accidents-là pour dire ah bah faut mettre la safety car. Ah bah et puis en plus on met 4 tours, 5 tours avant de sortir la voiture. Ça aussi, hein, les commissaires, ils sont très lents en Azerbaïdjan. Mais c'est le bordel en Azerbaïdjan depuis la première édition. C'est bien de n'avoir encore pas réglé la situation du côté de la FIA. Note du Grand Prix, 3 sur 20. Hein. Alors pour ceux qui n'avaient peut-être pas dormi la nuit, qui étaient peut-être en manque de sommeil ou qui sont insomniaques, regardez ce Grand Prix parce que ça va vous aider à dormir le soir. C'est peut-être mieux que chasse et pêche. Vraiment, il y a la première édition également du Grand Prix de Bakou, qui était une belle purge en 2016. Bah, ce circuit-là, en fait, quand tu regardes bien, si t'as pas minimum 3 safety cars, tu te fais chier, quoi. C'est terrible avec cette piste. Hein, Et que ça soit la course sprint ou la course longue, c'est pure chasse dans un cas comme dans l'autre. Hein. Alors encore, il y a eu la remontée de Verstappen le samedi, avec sa voiture dégommée. Mais dans un cas comme dans l'autre, il n'y avait pas de dépassement, il ne se passait rien, c'était l'enfer quoi. De toute façon, il y a eu 2 dépassements sur le week-end. Hein. Je dois vous dire qu'on était un petit peu fun, on va dire. Il y a le dépassement Sainz-Alonso, d'Alonso sur Sainz, voilà. Donc ça c'est le premier dépassement intéressant. Deuxième dépassement intéressant, c'est Gasly sur Bottas, pour l'avant-dernière place de la course, à ce moment-là. C'est les 2 dépassements intéressants du Grand Prix. Sinon, le reste, c'est vraiment... vous pouvez vous en passer. Hein. Vraiment, vous pouvez faire autre chose. Regardez, chasse et pêche, jardin et loisirs pour nos amis belges. Il y a... vous pouvez faire autre chose, quoi. Vraiment, c'était inintéressant. Bon, on passe tout de suite au bilan des Bleus. Après ce premier quart d'heure d'introduction, nous passons au bilan des Bleus. Bilan des Bleus, bah, pour Alpine, ça a été
catastrophique, quoi, hein. Je veux pas faire un bilan de Ocon ou de Gasly, c'est pareil, puisque dans un cas comme dans l'autre, il n'y avait pas grand-chose à en tirer. L'Alpine n'était pas performante, ils n'ont jamais trouvé la solution. Du fait qu'il n'y avait pas beaucoup de temps d'essai non plus, hein, ça n'avait peut-être pas rectifié le tir. C'est dur pour Alpine, mais cette équipe-là, il y a encore des gros manques en fait chez Alpine. C'est là où tu t'aperçois que le travail au simulateur, il n'a pas été bien fait. Le travail de préparation de ce Grand Prix, il n'a pas été bien fait. Quand tu te retrouves à avoir du mal à dépasser des As ou à dépasser des Alfa Romeo, parce que c'est là où était le niveau, où tu es obligé de prendre une stratégie agressive pour Esteban Ocon en espérant qu'il y ait un safety car en fin de course, tu vois bien que vraiment il n'y avait pas de rythme. Ocon comme Gasly n'avait pas de rythme ce week-end, et c'était pas beaucoup plus performant au final pour Ocon, hein. Il finit derrière Gasly, donc il n'avait pas non plus un super rythme, même avec d'autres réglages de suspension. Ils ont en plus, le moteur de Gasly, il a bien cramé. Donc tu perds un moteur sur un week-end où tu n'as pas été performant. Gasly, il a pété 2 voitures. Il y a un coût en budget énorme. Ils n'ont jamais trouvé la solution. Ils n'ont jamais été à l'aise avec les voitures. Ça a été un week-end catastrophique. Et comme déjà ton week-end précédent, en Australie, eh bien, tu perds, tu prends 0 point en course. C'est déjà une contre-performance. Là, tu marques encore 0 point, mais pour d'autres raisons. C'est beaucoup plus inquiétant là, parce que tu n'as pas d'effet de course qui font que tu marques 0 point. Tu es dans une dynamique qui est négative. 2 week-ends à 0 point, c'est vraiment pas l'idéal pour Alpine. Et là, on a bien senti que la voiture n'était pas performante, qu'il y a encore beaucoup de travail sur cette voiture. Et qu'aller chercher Aston Martin, pour le moment, ça va être compliqué. Et surtout, il semblerait que les évolutions qui ont été apportées là ne marchaient pas. Le premier pack d'évolution n'a pas fonctionné. Et donc là, on peut avoir des inquiétudes sur est-ce que le simulateur est bien calibré. Parce que vu comment le week-end a été mal préparé, et un week-end comme ça se prépare en simulateur, encore une fois, j'ai dit, ceux qui ont bien bossé en simulateur, c'est ceux qui sont devant. On peut se poser des questions sur est-ce que le simulateur il fonctionne très bien chez Alpine ? Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de calibrage ? Parce que là, ils n'avaient pas les bons réglages. Gasly, ils ont modifié au moins 2 ou 3 fois les suspensions sur les 2 voitures, alors que normalement, les suspensions, ça doit être préparé en amont. Tu dois affiner tes réglages. Mais là, c'était vraiment changé du tout au tout au niveau des suspensions. C'est la voiture qui rebondissait le plus, mais je pense qu'on était même aux limites des règles de la FIA. Vraiment, c'était marsouinage dans toute la ligne droite. Les pilotes disaient, ils perdaient les pédales. Oui, au bout d'un moment, ça t'énerve. C'est-à-dire que le pied, parfois, ils ne savaient plus où il était dans l'espace. Ils n'arrivaient plus à se repérer dans l'espace au niveau du pédalier. C'est quand même un problème, tellement il y avait de bosses. Je pense que les ostéos ont dû être contents également sur ce week-end de course. Puis ils n'ont jamais trouvé la solution. Voilà, c'est un week-end catastrophique pour Alpine. Le dimanche ressemblait énormément au samedi et le samedi ressemblait au vendredi. Et donc, il va falloir rectifier le tir dès Miami. Sauf que Miami, on est sur un circuit en ville, alors plus technique, plus lent que l'Azerbaïdjan, mais il va falloir réussir à rectifier le tir. Du côté d'Alpine, c'est pas un début de saison forcément comme ce qui était prévu. Et puis surtout, chez Alpine, ça fait depuis 4 ans, 5 ans qu'on voit pas d'évolution dans cette équipe. Depuis l'arrivée de Ricciardo, on ne voit pas trop d'évolution au niveau performance. On ne voit pas suffisamment d'évolution au niveau de la performance et de la régularité des performances. Donc ça serait bien. Quand on veut jouer un championnat, il faut être présent sur les 20 Grands Prix, 21, 22 Grands Prix de la saison. Il ne faut pas réussir à faire un coup 2 fois dans l'année et être complètement absent sur 4 ou 5 Grands Prix. Ça serait bien que Alpine le comprenne enfin. Bon, on passe tout de suite au pilote au top. Du côté des pilotes au top, je commence avec Sergio Pérez. Red Bull l'a bien dit, on ne peut pas le considérer comme un pilote numéro 2. Aussi parce que l'entourage de Pérez, mais Pérez lui-même, ont un peu gueulé, pour tout dire. C'est-à-dire qu'ils ont dit, nous on veut pas
enfin voilà, on veut être considéré comme un co-leader, on ne veut pas être sous-considéré par rapport à Verstappen. Et c'est vrai que cette année, Perez, il a des évolutions en même temps que Verstappen et se retrouve à être très proche en termes de points. Et ça va commencer à être inquiétant parce que Miami, Monaco sont des circuits qui vont lui convenir. Il est ultra performant en ville, Perez. Il est plus performant que Leclerc sur ces courses-là. Et c'est vrai qu'on a quelques circuits en ville. Si en plus vous avez Leclerc qui arrive à s'intercaler sur quelques courses, le championnat peut devenir très vite serré. Alors jusqu'à maintenant, Perez à mi-saison, le rythme ralentit en termes de points. Mais bon, faudrait pas que ça soit l'inverse. Faudrait pas qu'il arrive à continuer à être au top. Parce que sinon, Verstappen, il va avoir un vrai challenger. Il va pas falloir qu'il se repose sur ses lauriers. Certains ont comparé Perez au Nico Rosberg de 2016. Oui, Nico Rosberg de 2016, gros début de saison, et puis ensuite il arrive à continuer à performer ensuite, même s'il est un peu plus en retrait qu'Hamilton sur la deuxième partie de saison. Et bon, un problème mécanique est si vite arrivé. Et un problème mécanique, ça peut te faire perdre 25 points. Donc la situation, elle n'est pas évidente pour Verstappen. Oui, il a l'air d'être à l'aise. Oui, il a l'air d'être plus rapide que Perez. Sauf que tant qu'il n'y a pas des pilotes qui s'intercalent entre lui et Perez restera dangereux au championnat. Donc ça peut être un championnat à suspense. Pas forcément le plus intéressant, mais à suspense, ce championnat du monde. Je poursuis avec Leclerc. Alors, Grand Prix qui n'a pas été très passionnant pour Leclerc, on l'a dit, ça a été un Grand Prix très long, peut-être le plus long de sa carrière pour Charles Leclerc. Je peux le comprendre parce que quand vous êtes dans des zones où il n'y a pas de bagarre, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas aller chercher Verstappen, il ne pouvait pas être rattrapé par Alonso quasiment. Il y a juste un moment, il y a eu 2 secondes 5, mais vraiment il a joué avec Alonso. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais vraiment un grand moment où il a été menacé. Tu te fais chier dans la voiture, quoi. Hein. Enfin, tu pilotes, mais tu pilotes pour arriver au bout de la course, mais pas forcément en prenant du plaisir. Voilà, tu marques des points et puis voilà. Mais c'est pas passionnant en termes de pilotage et surtout, face à Verstappen, il peut pas se défendre. À 30 km/h de différence, encore une fois, hein, c'est 310 d'un côté, 340 de l'autre. Et donc, il a bien vu que l'écart avec Ferrari était encore important. Alors, on dit oui, on marque des points, mais c'est pas suffisant, je pense, pour Leclerc. Oui, on fait notre premier podium de la saison, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour le moment pour Charles Leclerc. C'est-à-dire qu'il faut vraiment trouver des solutions chez Ferrari pour réduire l'écart sur Red Bull, parce que pour le moment, ils peuvent pas se battre pour le championnat avec ce matériel-là. Hein. C'est impossible, les écarts sont trop importants. Donc s'ils veulent avoir du monde à Monza qui les soutienne, et on a du mal à remplir Monza pour le moment et Imola, notamment au niveau des tribunes, oui, il va falloir trouver des solutions chez Ferrari, parce que c'est vrai que pour le moment, le niveau de cette voiture est pas suffisant. Même si au moins sur ce week-end de course, on n'a pas eu de problème de fiabilité. C'est déjà mieux que d'habitude, mais on voit qu'on n'est pas en capacité de tenir le rythme des pilotes de devant. Alonso, et même Aston Martin plutôt qu'Alonso. C'était le week-end un peu piège pour Aston Martin. 2 km de pleine charge, on sait que la vitesse de pointe, c'est pas leur fort. 4e Grand Prix de la saison, le Grand Prix où on commence à mettre des évolutions sur les voitures, et ça s'est pas si mal passé que ça. Malgré une séance du vendredi où ils sont un petit peu en retrait, certes, ils n'avaient pas un super rythme ce week-end, mais je trouve que par rapport à leur rythme, ils ont réussi à marquer beaucoup de points. Que ça soit Stroll ou que ça soit Alonso, qui le dimanche prend la 4e place quand même, ils ont marqué beaucoup de points, ce qui est important pour le championnat constructeur. Mais ce qui est important également pour entretenir la dynamique, ils sont sur une très bonne dynamique Aston Martin. S'il y avait eu un résultat un peu moins bon, ça aurait été compliqué, mais
On a quand même Lance Stroll devant une Mercedes à la régulière. Certes, il y a 20 secondes, mais à la régulière, il était devant George Russell. Lance Stroll qui n'est qu'à 5 secondes, je dirais, de Lewis Hamilton. Alors oui, il est loin de Fernando Alonso, mais il n'était pas si loin de ça de Lewis Hamilton, alors que l'Aston Martin n'avait pas un super rythme, hein, encore une fois. Je pense que Mercedes était plus proche d'eux que d'habitude sur les 3 premières courses, voire peut-être même que Mercedes avait un rythme qui parfois était un peu supérieur à l'Aston Martin, et surtout en ligne droite, bon, il prenait cher. Et le fait qu'Alonso arrive à s'intercaler entre les 2 Ferrari le dimanche, que Lance Stroll arrive à s'intercaler entre les 2 Mercedes, c'est vraiment bien. Et puis aussi des points pris le samedi avec Fernando et Lance Stroll, qui marquaient un point et Fernando en marque 3. C'est bien de réussir à marquer des points dans ces moments faibles. C'est vraiment super important pour une équipe de réussir à marquer des points quand on n'est pas forcément très rapide, quand on est en retrait par rapport aux meilleurs. Et c'est ce qu'a réussi à faire Aston Martin. Donc c'est là où on voit que cette équipe a progressé à la fois dans les pilotes, mais à la fois aussi dans l'amélioration de la voiture, mais également dans l'amélioration du staff pour tenter d'éviter d'avoir des trop gros coups de mou, ce qu'a Alpine pour le moment. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour Aston Martin. Donc c'est plutôt un week-end intéressant. C'est un week-end qui aurait pu être piège, c'est un week-end qui aurait pu être très difficile pour Aston Martin. Et ils s'en sont plutôt très très bien sortis. On passe tout de suite aux bonnets d'âne. Les bonnets d'âne, outre Alpine, à De Vries, il a coûté cher en voiture De Vries ce week-end. Très cher. Il n'a pas fait beaucoup de tours en finale, Nick De Vries. C'est dommage parce que vendredi ça commençait bien. Vendredi matin. Voilà. Et puis ensuite, c'est assez dégradé. Mais aussi parce que le format du week-end n'aidait pas les débutants. Que ça soit De Vries ou Sargent, les deux sont allés dans le mur. Hein. Ça n'aidait pas les débutants. Ce week-end de course, avec aussi peu de temps de roulage pour s'habituer à la piste. C'est-à-dire qu'il fallait tout de suite être dans le coup. Alors même si tu fais du simulateur, le simulateur, ça remplace pas totalement la réalité. C'est-à-dire que dans le simulateur, des fois, tu n'as pas totalement le même champ de vision. Tu as des petites choses qui sont différentes. Donc ça a été compliqué pour De Vries, ça a été compliqué pendant tout le week-end. Et si on compare avec Sargent, il était même en retrait avec Sargent, alors que là c'est un petit peu plus problématique. Parce que normalement De Vries il a plus d'expérience que Sargent, il avait quand même été pilote dans d'autres catégories, il a fait beaucoup de saisons de F2. Sargent c'est un petit genou par rapport à De Vries, et ça c'est pas forcément top de s'être fait devancer par l'autre débutant du championnat, et en plus il a coûté cher en pièces, notamment en ouvrant complètement son train avant lors du Grand Prix. Donc c'était vraiment pas le très bon week-end pour Nick De Vries. Donc week-end à oublier et se concentrer tout de suite sur Miami. Le problème c'est que Miami, là, il ne connaît pas du tout la piste. Et ça peut être vraiment très compliqué pour le pilote néerlandais, même si on repartira sur un week-end plus traditionnel du côté d'Imola. C'est sûr que ça va pas être facile quand même pour le pilote néerlandais. As. On parlait d'Alpine, eux c'est un peu le même problème. Je pense qu'ils n'ont pas bien bossé à l'usine. Peut-être qu'il y avait beaucoup de ressources qui étaient allouées à Ferrari plus qu'à eux, à Maranello. On sait que ils font du travail commun entre As et Alpine. Mais As, oui, s'en est pas bien sorti. Bon, un Magnussen qui est encore en difficulté. Mais même Nico Hülkenberg, ça allait pas vite. Alors, ils ont tenté une stratégie avec Magnussen, la même stratégie qu'Ocon. Bon, vraiment, sur les 5-6 derniers tours, c'était très compliqué pour lui en termes de tenue de pneus, alors que Ocon s'en sortait mieux que lui, largement mieux que lui. Il avait vraiment une voiture qui était inconduisible sur la fin, Magnussen. Je me demande même pourquoi on ne l'a pas arrêté avant. Dès qu'il sort du top 10, il faut qu'on l'arrête du côté de chez As, ce qui n'a pas été effectué. Et du côté de Hülkenberg, du côté de Vries, c'est pas De Vries, du côté de Magnussen, et du côté de Hülkenberg, le rythme n'était pas là, hein, le rythme était en berne.
le rythme de course et ça fait pas un résultat top pour cette équipe avec 2-0 points du côté de chez As. Donc ça c'est vraiment pas l'idéal pour cette formation et avec deux pilotes qui étaient vraiment pas très performants pendant ce week-end. Avec un Nico Hülkenberg 15e de la course sprint, Magnussen 11 et sur la course longue Hülkenberg finit 17 et Magnussen finit 13 avec un Hülkenberg qui était vraiment nulle part sur ce week-end de course. Mais il n'avait pas roulé beaucoup dans sa carrière en Azerbaïdjan et peut-être un peu plus de mal à se remettre dans le rythme avec ses nouvelles Formule 1 sur un circuit qu'il maîtrisait peut-être un peu moins que d'autres pistes, ou peut-être simplement chez As on s'est complètement planté encore une fois au niveau des réglages avec un travail sur simulateur qui n'a peut-être pas été très très bien réalisé. Je rappelle que As a quand même des moyens qui sont inférieurs à Red Bull bien entendu, ou à Ferrari, donc c'est plus compliqué de rectifier le tir et c'est plus compliqué pour préparer un Grand Prix quand on n'a pas des données optimum, surtout que là cette année il fallait travailler sur une piste avec un resurfaçage, donc peut-être qu'au niveau du simulateur c'est là où on s'est planté, c'est qu'on n'avait pas prévu le resurfaçage. Quand on est arrivé sur place et qu'il y avait le resurfaçage, c'était trop tard, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus modifier les réglages. Et puis je termine avec une dernière équipe, c'est Mercedes. Ouais, j'ai week-end compliqué je trouve pour Mercedes. En course ils font 6 et 8 avec un Russell qui part 11 sur la grille de départ. Sur la course sprint, Russell s'en sort bien avec une 4e place. Alonso un peu plus en retrait 7e. C'est pas un week-end au niveau des attentes. Je pense que chez Mercedes ils pouvaient faire un peu mieux. Certes la voiture est pas top. Certes on sait que cette voiture a du mal quand elle est au niveau de la mer, parce qu'elle est qu'à Bakou, elle est meilleure en altitude. Mais je pense qu'il y avait de quoi mieux faire sur ce week-end de course. Bon, après, pour Mercedes, on se concentre déjà sur la suite, sur le nouveau concept qui devra arriver soit à Miami, soit le Grand Prix d'après. On aura un nouveau concept de voiture inspiré de Red Bull et puis ce concept à ponton étroit qui, il faut le dire, a marché, mais qui a de trop peu nombreuses reprises. Ce qui a été le problème chez Mercedes. Et on espère que du côté du pilote de l'équipe allemande, ça va mieux se passer. Et puis du côté de Russell, battu pour la première fois par Hamilton également en qualification. Donc ça c'est à notifier parce qu'il faisait jusqu'à maintenant un début de saison où il dominait son coéquipier anglais. C'est un peu moins le cas pour George Russell sur ce week-end-là. Donc voilà, et puis plein de petites erreurs, plein de petites choses qui ont fait que ça a été compliqué. Un Russell aussi qui a pris un peu trop de risques, je trouve, au départ avec Verstappen. Ça aurait pu valoir une pénalité de 5 secondes. Je suis assez surpris que la FIA ait pas mis une pénalité. Ils ont fait du Let's Man Race, comme Michael Masi. Mais le ponton de Verstappen était complètement démonté. Et on aurait pu regarder peut-être une pénalité, surtout par rapport à ce qu'on fait sur d'autres courses. Normalement, ça aurait pu valoir une pénalité, cette action-là, de George Russell sur Verstappen, où il s'est intercalé, mais il n'y avait pas totalement la place pour le pilote britannique. Bon, on passe aux différents classements, parce qu'on a tout dit. On commence avec le classement pilote. Verstappen en tête, avec 93 points. 6 points seulement d'avance sur Perez. Derrière, assez loin quand même déjà à 33 points, Fernando Alonso qui est toujours 3e devant Lewis Hamilton. Carlos Sainz qui voit son avance sur Charles Leclerc fondre. Et puis vous avez George Russell, Lance Stroll, Lando Norris. Nos pilotes français sont pour le moment 13e et 14e. Seulement 4 points de marqués. Et surtout 2 dernières courses avec des 0 pointés. Et parmi les pilotes qui n'ont toujours pas marqué de points, ce sont les 2 débutants, Logan Sargent et Nick De Vries, qui pour le moment n'ont toujours pas marqué de points, contrairement à Magnussen ou Albon qui ont marqué le point de la 10e place. C'était en Arabie Saoudite pour Magnussen et à Bahreïn pour Alexander Albon. On passe au classement par équipe. C'est Red Bull qui mène avec 180 points, quasiment 100 points, 93 points d'avance sur Aston Martin.
plus de 100 points, 104 points d'avance pardon, sur Mercedes. On retrouve ensuite Ferrari, McLaren, Mercedes qui prend un peu d'avance hein, sur Alpine, qui se retrouve 6e avec seulement un point d'avance sur As, Alfa Romeo 8, Alfa Tauri 9, Williams Mercedes 10e. Mais voilà, on voit que les mauvais résultats là, de Alpine Renault font que cette équipe a déjà 80 points de retard sur Aston Martin. La 5e place est quand même très éloignée. Il va peut-être y avoir une bagarre pour éviter la 6e place. Et pour la 4e place, ça va peut-être être compliqué, encore une fois, pour Alpine face à Aston Martin. Nous, on se retrouve quand? Eh bien, dès la semaine prochaine pour le Grand Prix de Miami. Présentation mercredi, débrief du Grand Prix lundi, parce que le Grand Prix aura lieu un petit peu tard. Hein, dimanche, ça sera, je crois, 21h30, 22h, le départ de ce Grand Prix de Miami. Le Grand Prix des Instagrammeurs, des influenceurs. Le Grand Prix qui, je pense, est peut-être l'un de ceux qui m'intéresse le moins, parce que je trouve vraiment que tout fait cheap, que le circuit est vraiment nul. Et qu'on fait vraiment ça pour les strass et les paillettes, mais que c'est pas forcément l'intérêt de la Formule 1, qu'on oublie le pilotage, qu'on oublie ce qui fait la force de la Formule 1, et en plus comme il y a des strass et des paillettes de partout, on oublie que les têtes d'affiche normalement ce sont les pilotes de Formule 1, pas les guests, pas les VIP, et ça me pose un petit peu problème. Donc ça sera le week-end prochain. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao.